Bonjour et bienvenue dans Pour tout vous dire. Au printemps 2020, plus de la moitié de la population mondiale a été confinée. La crise sanitaire qui a marqué cette année et dont nous ne sommes pas encore sortis a eu un impact profond sur tous les aspects de nos vies et ses conséquences à plus long terme sont extrêmement préoccupantes. Pour cette émission Bilan 2020, nous aurions pu évidemment énumérer tous les sujets d'inquiétude à venir, mais nous avons décidé de voir les choses autrement et de regarder le verre plein plutôt que le verre vide. Ce sera le sujet de Pour tout vous dire aujourd'hui. Restons positifs. Avec moi sur ce plateau pour tracer un bilan positif de cette année et envisager des lendemains qui chantent, deux femmes, la sociologue Marie Gariazzo qui a étudié en immersion le confinement de ce printemps et Audrey Tcherkov qui est présidente de l'Institut de l'économie positive et autrice d'un manuel pour une sortie positive de la crise. Et puis dans la deuxième partie, nous accueillerons Stéphane Sénéchal. Stéphane Sénéchal, vous l'avez peut-être aperçu dans les médias ou à sa fenêtre. C'est un ténor qui a chanté chaque soir pendant le confinement pour adoucir nos soirées en ces temps d'incertitude et d'isolement. Bonjour Marie Gariazzo. Bonjour. Et Audrey Tcherkov, merci d'être venue sur ce plateau aujourd'hui. Marie Gariazzo, vous êtes directrice adjointe du pôle opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, une entreprise de sondage d'opinion et d'études marketing. Et vous êtes co-auteur avec Jérôme Fourquet et un collectif d'experts de l'IFOP d'un ouvrage sorti en juin dernier, En immersion, enquête sur une société confinée et maintenant, aux éditions du Seuil. Et Audrey Tcherkov, vous avez fondé en 2018 avec l'économiste et entrepreneur Jacques Attali l'Institut de l'économie positive qui a pour but d'accompagner gouvernements, territoires et entreprises dans leur transformation positive. Et puis vous avez dirigé l'écriture du livre Manuel pour une sortie positive de la crise, préfacé là aussi par Jacques Attali, qui vient de sortir au mois de novembre aux éditions Fayard. Alors Marie Gariazzo, vous êtes donc co-auteur du livre En immersion dans une société confinée. Cet ouvrage est le résultat du travail d'une équipe auprès d'un petit échantillon de Français, une trentaine de personnes je crois, pour essayer de saisir l'ambiance du confinement, du premier confinement de ce printemps. Qu'avez-vous pu observer dans le secret du confinement? Alors, ce qu'on a observé et ce qui a un peu changé depuis, c'est que ce premier confinement, il a quand même été marqué par la peur, en fait, et par la sidération, parce que brutalement, ce qu'on pensait un peu inimaginable, on se pensait protégé par rapport à ce genre de crise, et puis ça nous est tombé dessus brutalement. Et donc, il y a une peur qui était à la fois la peur de la maladie, de la mort pour soi, pour ses proches. On voyait qu'on vivait dans des sociétés où la mort était quand même totalement niée, et là, du coup, elle s'invitait dans tous les foyers. Et puis, c'était aussi la découverte que nos États étaient faillibles, très fragiles, qu'on avait beau être dans une des plus grandes puissances mondiales, et ben, on n'arrivait pas à faire face, on manquait de masques, de protection, et donc il y avait une forme de sidération et de peur très forte. Et puis, petit à petit, on s'est habitué à ce mode de confinement, et ça a été aussi un temps de pause avec quelques bénéfices personnels. Oui, voilà, on va en parler plus tard dans l'émission. Je me tourne vers Audrey Tcherkov. Vous venez de publier donc un manuel pour une sortie positive de la crise. C'est un livre qui se veut évidemment donc optimiste et qui a pour objectif de renseigner, d'inspirer et d'agir avec des solutions concrètes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de solutions concrètes pour sortir de cette crise? Bien sûr. Alors une toute petite remise en contexte peut-être. Ce que nous avons fait au début du confinement, c'est que nous avons entendu cet appel venant de la société civile sur l'urgence de penser au monde d'après et de repenser nos différents paradigmes. Et on a eu très envie justement d'aller écouter ces citoyens qui voulaient participer au débat public. Donc nous avons travaillé avec 6000 citoyens pendant plusieurs mois et puis ensuite avec 20 experts pour dessiner une feuille de route à destination de nos gouvernements, principalement du gouvernement français, que nous avons présenté au président Emmanuel Macron il y a 15 jours. Et quatre priorités se sont dessinées pour l'avenir. La première, c'est de répondre à l'urgence
de réinvestir dans l'économie de la vie. L'économie de la vie, c'est cette économie qui sous-tend tous les secteurs qui sont essentiels et qui nous sont vitaux, c'est-à-dire évidemment on pense à la santé, aux soins, mais aussi à l'éducation, à l'agriculture, à l'alimentation saine, à la distribution de l'eau, à la gestion des déchets. Et on a bien vu le sous-investissement qu'il y a à tous les niveaux dans ce secteur et dans les métiers qui sont derrière. Voilà, donc on propose une méthodologie assez simple à mettre en place qui permettrait aussi, par ailleurs, d'engager les secteurs qui ne font pas partie de cette économie de la vie à se transformer de manière positive. Je pense évidemment à la pétrochimie, à l'aéronautique, voilà, etc. Pour des questions plutôt environnementales. Oui, alors d'un point de vue un peu plus environnemental, on a bien vu que le fait de travailler sur la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale en silo est une hérésie totale, puisque cette crise, elle vient bien sûr de notre interdépendance. Nous prenons donc une approche One Planet, One Health, une seule et même planète, une seule et même santé, pour justement essayer de produire des rapports de prévention et d'action et d'anticiper au mieux les crises sanitaires à venir. Alors vous venez d'en parler toutes les deux, hein, l'épisode du confinement qui dure encore aujourd'hui malheureusement, a été comme un révélateur de fractures, mais aussi d'une quête de sens qui touche notre société. Finalement, ces prises de conscience, ça avait du bon, Marie Garriazzo? Alors oui, tout à fait. Alors c'est vrai que ce qu'il y avait par rapport à ce qu'on vit actuellement aussi, c'était que c'était une épreuve vraiment collective, qu'ils vivaient collectivement, même si en effet, elle mettait à jour des fractures très importantes, à la fois des fractures numériques, des fractures liées au logement, liées aux moyens financiers. Je dirais qu'en termes de prise de conscience, moi j'en citerai deux qui me paraissent importantes. La première, c'est que cette crise, elle a permis de rendre visibles des métiers qui étaient essentiels et qu'on avait tendance à sous-estimer, à mépriser entre guillemets. Et donc, les caissières de supermarché. Voilà, les caissières de supermarché, évidemment les personnels soignants, mais aussi toute cette deuxième ligne qui sont devenues essentielles, qui ont été courageuses. Les personnes qui collectent les ordures, tout à ont fait, été pour une fois acclamées, remerciées. Voilà, tout à fait, acclamées, remerciées, reconnues dans leur courage d'être exposées au virus, parce qu'on l'oublie maintenant, mais à l'époque on n'avait pas de masque, les conditions dans les supermarchés n'étaient absolument pas celles qui sont actuellement. Et ils nous ont permis à nous qui étions confinés confortablement de vivre normalement. Tout à fait. Ils nous ont donc, on s'est rendu compte en fait que c'était un maillon essentiel de la chaîne, notamment en temps de crise. Et donc ça a permis de rendre visibles des métiers qui se vivent souvent comme des métiers invisibles. Alors donc il faut espérer qu'ils seront reconnus à leur juste valeur et que les héros d'hier ne seront pas à nouveau les invisibles d'aujourd'hui. Ce sur quoi on peut avoir quelques doutes. Et puis de l'autre côté, du côté de ceux qui sont restés peut-être chez eux, qui ont pu télétravailler ou qui ont été en chômage partiel, on s'est rendu compte qu'en effet cette quête de sens était essentielle. C'est qu'on commençait à rebattre un peu les cartes entre vie professionnelle, vie personnelle, intérêt de son travail. On se rendait compte aussi qu'en inventant des nouvelles façons de travailler, son métier n'était peut-être pas aussi essentiel que cela. Et donc du coup ça questionnait beaucoup aussi sur notre rôle personnel au sein de la société. Et le confinement nous a montré aussi l'intérêt d'un monde qui va moins vite finalement, avec l'arrêt de la circulation automobile qui a permis à la pollution atmosphérique de décliner dans les villes et également la pollution sonore. On a pu à nouveau entendre le chant des oiseaux. Tout cela a donné envie à certains de partir vivre à la campagne. Enfin, ça a suscité aussi des vocations. Ça nous a permis de voir les choses autrement. C'est ce que vous avez constaté toutes les deux, peut-être Audrey Tcherkov pour commencer? Oui, absolument. On a clairement constaté une envie d'un autre monde, une envie de se dessiner une vie un peu différente, avec un grand retour en effet à la nature. Mais je pense que cette crise que nous sommes en train de vivre, cette crise sanitaire qui amène à une crise économique absolument terrible et sans précédent, puisque c'est 500 millions de personnes dans le monde qui sont menacées de basculer sous le seuil de pauvreté. On sait que à la rentrée en janvier prochain, c'est 750 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail. Forcément, la tentation, je dirais, de céder aux sirènes du court terme, elle est là aussi, et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour ça qu'il appartient à chacun d'entre nous de faire peser nos idées dans le débat public et de suivre de très près les décisions qui vont être prises par nos leaders économiques et politiques aujourd'hui.
Marie Gariazzo, vous avez continué à observer les conséquences du confinement sur notre société. Vous avez observé, vous, des différences du type, par exemple, les gens qui veulent partir à la campagne, comme on en a entendu parler. Est-ce que c'est une réalité? Alors c'est vrai que bon, il faudra attendre un petit peu parce que c'est vrai que les transactions immobilières ont été un peu stoppées hein, dans le contexte actuel. Mais ce qui est sûr, c'est que ce premier confinement, en tout cas, il a été marqué par un paysage visuel, sonore complètement différent. On s'est retrouvés dans des villes désertées. On entendait les oiseaux à Paris. Ça faisait du bien, hein? Ça faisait du bien, il y a des animaux sauvages qui sont réapparus, donc il y avait une forme de réappropriation de la nature qui en effet a suscité beaucoup d'envie. Puis cette crise aussi, elle a changé notre rapport au temps et puis notre rapport à l'espace. Donc c'est vrai qu'on sent un mouvement, alors à voir s'il se concrétisera de façon vraiment forte, mais un mouvement de désertion un peu des grandes zones urbaines pour en effet aller vivre à la campagne tout en télétravaillant. Pour ceux qui peuvent télétravailler, puisque je le rappelle, c'est quand même pas non plus une proportion si importante que ça. Hein. Tous les métiers ne peuvent pas. Tous les métiers Et puis il faut la pas. connexion qui va bien. Tout à fait. Et puis ce second confinement montre aussi les limites très fortes du télétravail. Donc tout ça est extrêmement mouvant. C'est-à-dire que le premier confinement a vraiment donné un élan pour aller vers plus d'espace, plus de nature. Et ce deuxième confinement rappelle aussi la nécessité de recréer des collectifs de travail qui se retrouvent physiquement. Donc tout ça est un peu en balance, même si l'importance de la nature a été en effet fortement révélée par cette crise. Alors très très vite, hein, dès le mois de mars, le terme monde d'après est apparu, il a commencé à circuler dans les médias et dans les conversations, comme si ce temps de pause qui nous a permis de porter un regard distancié sur nos vies était porteur d'espoir. Oui, et je pense que l'espoir est encore là. C'est vrai qu'on a vécu évidemment des choses qui ont été compliquées, puisque cette crise, elle nous a chacun touché au plus profond de notre intime. Elle a remis en question notre rapport à l'autre, nos interactions. Mais elle a aussi mis en lumière des initiatives absolument formidables, absolument magiques. Voilà, ces groupes qui se sont organisés pour venir en aide, pour faire les courses, par exemple, pour les personnes âgées ou pour les personnes à risque, ou alors ces collectes aussi qui se sont créées pour lever des financements, par exemple, je pense, enfin, qui ont été dirigés pour les étudiants qui étaient dans le besoin. Il y a eu aussi une réponse de certaines entreprises, LVMH qui a apporté la première réponse industrielle en produisant... En fabriquant du gel hydroalcoolique. Exactement, en très grande quantité. Voilà, donc il s'est passé plein de choses merveilleuses et c'est vraiment ce qu'il faut essayer d'en retenir aussi. Marie Gariazzo, c'est aussi ce que vous avez observé pendant votre immersion, cet Oui. élan de solidarité? Alors cet élan de solidarité, oui, tout à fait. C'est vrai que ce premier confinement, il a été marqué par un engagement notamment des jeunes très important. On a vu aussi, en étudiant un peu ce qui se passait dans les quartiers difficiles, ou en Seine-Saint-Denis par exemple, où ce sont des quartiers qui ont été un peu montrés du doigt parce qu'ils respectaient pas les gestes barrières, ce qui a vraiment peiné les habitants de ces quartiers-là, qui au contraire nous racontaient à quel point les chaînes de solidarité se mettaient en œuvre, notamment pour l'aide aux devoirs, puisque... Et c'était des quartiers dans lesquels beaucoup ne pouvaient pas télétravailler. C'est ça. Donc c'était des quartiers qui étaient multi-exposés, hein, qui à la fois étaient très fortement exposés au virus, vivaient dans des conditions spacieuses vraiment contraignantes. Et puis il y avait cette fameuse, on l'oublie aujourd'hui parce que les écoles sont ouvertes, mais l'école à la maison était particulièrement compliquée dans ces quartiers-là où les parents voilà, n'étaient pas forcément en capacité de le faire. Et donc il y a toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en place pour aider justement ces enfants. Et puis évidemment en termes de solidarité, on retiendra aussi, je pense, les applaudissements aux soignants à 20h, même s'ils n'ont pas été partout en France réalisés de la même façon. En tout cas, c'était un symbole très fort. Et du coup, on peut s'interroger sur leur disparition aujourd'hui. Absolument. Alors, vous l'avez dit, hein, parmi ceux qui ont souffert de la crise, il y a les jeunes et notamment les étudiants qui ont vu leur année complètement chamboulée. Ceux qui avaient prévu des échanges universitaires ont dû renoncer à leurs projets à l'étranger qu'ils avaient souvent préparés pendant des mois. C'est le cas de Kitri que nous avons rencontré. Vous allez voir, pour elle, les choses ne se sont finalement pas si mal passées. Normalement, je devais partir 1 an à l'étranger, donc d'abord faire un stage à Pékin, puis ensuite faire un échange universitaire à Montréal.
Et en fait, avec le Covid, très vite, j'ai compris que mon échange à Pékin était compromis. Écoute, pour le moment, je vais pas y penser. J'ai choisi comme solution le déni, donc je n'y pense pas. Après, toi, ça va parce que t'as un plan B, donc... Donc en un laps de temps très court, j'ai dû retrouver un autre stage, cette fois à Paris. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à trouver un stage assez vite, on va dire quand même, et en plus dans un domaine qui me plaît. J'étais un peu déçue quand même parce que surtout que pour le bon nombre d'étudiants et d'étudiantes, c'est un projet qu'on prépare depuis longtemps. Moi, ça fait longtemps que je savais que je voulais aller à Pékin, puis qu'ensuite je voulais aller à Montréal. Donc forcément, c'était un peu le coup dur quand j'ai vu que ce que j'avais préparé depuis quasiment 1 an et demi que c'était plus possible, quoi. Ma déception s'est vite transformée en gratitude et en quelque chose de plutôt positif parce que vraiment j'ai trouvé un stage qui m'a beaucoup apporté. Paris, c'est bien aussi, surtout que pendant 2 ans, je me suis expatriée, enfin expatriée, c'est un grand mot, mais je suis partie à Aix-en-Provence et d'origine, je suis parisienne à la base, donc j'étais quand même un peu contente de pouvoir retrouver ma ville, retrouver la vie que j'avais laissée un peu en suspens quand je suis partie, mes amis, mes activités. J'ai appris à prendre du temps pour moi, c'est-à-dire lire plus, faire plus de loisirs créatifs, donc le dessin, la photo, le piano aussi, parce que j'avais complètement arrêté. Puis retrouver ma famille aussi, ça m'a fait un peu de bien, quoi, même si l'indépendance étudiante, c'est agréable, mais être retourné chez soi, ça fait aussi du bien. Et puis, il n'y a pas que du négatif dans le négatif, on peut aussi en tirer du positif, parce que vraiment, le stage que je fais maintenant, c'est une très belle opportunité pour moi et ça me conforte dans mes futurs choix professionnels. Finalement, la morale de cette histoire, dans un monde globalisé, c'est qu'il faut peut-être aussi regarder ce qu'il y a de beau autour de soi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je dirais que cette crise, elle a quand même aussi rappelé l'importance du local à différents niveaux. Et ça, c'est quelque chose, c'est un des enseignements dont on a l'impression qu'il perdure après ce deuxième confinement. C'est-à-dire qu'elle a fonctionné en forme de repli successif, alors sur la France, puis sur son département, puis sur son foyer. Et donc, du coup, bon, il faut faire attention aux tendances de trop fort repli. Mais en tout cas, ça a permis aussi de se rendre compte qu'on pouvait valoriser les territoires, qu'on pouvait créer des synergies à un niveau plus court, plus petit, mais qui en même temps permettaient de se protéger, notamment par rapport à ces crises mondialisées qui font assez peur et qui sont très, très anxiogènes. Et puis, je rajouterais aussi que ça a permis, pour rebondir sur ce qui a été dit là, c'est qu'on parle souvent de guerre des générations et nous, on ne note pas du tout dans nos études. On a l'impression qu'au contraire, cette crise, elle a permis de reconsolider les liens entre les jeunes et les anciens, même si les jeunes trinquent très fortement, on en est bien conscient. Et en tout cas, on sent que ça a aussi permis de retisser des liens générationnels relativement positifs. Et puis cette année, le secteur de la culture a été très violemment touché par la crise sanitaire avec l'annulation des spectacles, la fermeture des salles de cinéma et des musées. Et cela a souligné l'importance finalement de toutes ces manifestations pour faire société. Absolument. Je crois que cette impossibilité de se rendre dans les lieux de culture, c'est-à-dire, vous l'avez dit, au cinéma, au musée, ça nous a rappelé combien il est essentiel pour chacun d'entre nous de répondre à ce besoin de nourriture intellectuelle des hommes, et puis aussi de répondre à cette interaction qui nous nourrit finalement et qui nous permet en effet de faire société. C'est toujours très très compliqué pour les intermittents du spectacle, pour ces gens qui font tous les métiers de cette industrie. Et j'espère sincèrement que 2021 leur permettra de réaliser leur métier pleinement à nouveau. Un mot sur le rôle de la culture, justement, dans la cohésion d'une société, Marie Gariazzo ?
Bah oui, on a besoin de respiration. Je crois que ça c'est essentiel et je crois que, en tout cas, quand il y a eu le couvre-feu, c'était extrêmement fort parmi les témoignages qu'on recueillait, l'impression d'être uniquement réduit à son activité professionnelle et économique, d'avoir une lecture uniquement économique finalement de cette gestion de la crise. Donc la culture est essentielle à la fois pour mûrir, pour réfléchir, pour prendre du recul, ce dont les Français ont de plus en plus de mal dans le contexte actuel. Donc ce sont des vecteurs vraiment cruciaux. Et justement, ça m'amène à ma prochaine question qui concerne le cinéma positif, puisque Audrey Tcherkov, vous êtes la directrice générale de la 5e semaine du cinéma positif qui vient d'avoir lieu à Paris. Cette année, la thématique était cinéma et altruisme. Qu'est-ce que c'est que le cinéma positif et quel rôle peut-il jouer aujourd'hui? Le cinéma positif, c'est le cinéma qui porte des messages, qui participe à l'éveil des consciences et qui, quelque part, réussit à nous faire changer notre regard sur le monde. Parce que c'est souvent à travers la petite histoire qu'on découvre la grande. Et le cinéma a cela de formidable qu'il projette sur le grand écran la palette des émotions humaines. On a tous été un jour interpellés par un film, émus, indignés, révoltés. Et on a souhaité, lorsque nous avons créé cet événement il y a 5 ans, justement mettre à l'honneur ces cinéastes, ces artistes, ces gens qui font ce cinéma devant et derrière la caméra, à travers une cérémonie de remise de prix, puisque chaque année on récompense les films les plus positifs de l'année, et puis à travers une série de tables rondes et d'échanges qui nous permettent de réunir des scientifiques et des experts en tout genre, et encore une fois les personnes qui font ce cinéma. Et cette année, nous avons évidemment souhaité mettre à l'honneur cette thématique du cinéma et l'altruisme pour justement parler de la filière qui a été vraiment mise à mal forcément et qui l'est encore aujourd'hui puisque les salles de cinéma n'ont toujours pas réouvert. Et donc, c'est important de soutenir ce cinéma. Évidemment, quand on parle de cinéma positif, on peut penser tout de suite au cinéma de Ken Loach, de Costa Gavras, Les Misérables de Ladjli, que nous avons récompensé l'année dernière, et tant d'autres. Alors nous sommes face à une situation difficile, mais probablement une situation encore plus difficile va se poser devant nous, celle des problèmes climatiques et environnementaux. Est-ce que, pour conclure, est-ce que cette crise ne pourrait pas tenir le rôle de sonnette d'alarme et permettre un réveil des consciences qui s'avère nécessaire aujourd'hui pour affronter ce qui nous attend dans un avenir un peu plus lointain? Oui, tout à fait. Enfin, on l'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, lors du premier confinement, il y a eu une lecture écologique de cette crise, avec l'idée qu'elle remettait, enfin, comme Audrey l'a évoqué, qu'elle remettait en cause à la fois nos modes de production, de distribution, de consommation, et qu'il fallait peut-être amorcer un changement de paradigme, en effet, un changement de société, et que c'était urgent. Après, ces discours écologiques, voilà, ils ont quand même remporté quelques victoires qu'il faut rappeler aux élections municipales, avec plusieurs mairies remportées. Et donc, on attend de voir aussi comment ces maires écologistes vont gérer sur le terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que la crise économique et la crise sociale qui s'annonce, avec l'extrême pauvreté qui va en découler, va certainement retarder en fait la prise de décision écologique, et c'est regrettable. Mais donc c'est toujours ce difficile équilibre entre le court terme et le moyen long terme. Absolument. Oui, et il est clair que aujourd'hui les rapports du GIEC et les derniers rapports scientifiques le crient. On va de toute façon dépasser la hausse de 3 degrés. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un monde invivable pour nos enfants. Et la réalité, elle est là. Maintenant, il est très difficile de demander à des populations qui n'arrivent pas à répondre à leurs besoins primaires de se saisir de cet enjeu. Donc la réponse à apporter, elle doit vraiment combiner, elle doit être commune aux enjeux environnementaux et aux enjeux économiques. Mais je pense que s'il y a un sujet qui peut nous permettre de faire cause commune et de rassembler tout le monde, c'est en effet peut-être l'écologie.
Merci à toutes les deux, Marie Gariazzo et Audrey Tcherkov, d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur la manière de tirer profit de la crise pour imaginer un avenir en commun sur le long terme qui ait du sens. Nous allons maintenant accueillir Stéphane Sénéchal pour la deuxième partie de l'émission. On dit que la musique adoucit les mœurs et le philosophe allemand Friedrich Nietzsche va même plus loin puisque pour lui, sans musique, la vie serait une erreur. Pendant le confinement, certains sont sortis à leur balcon pour jouer de leur instrument ou chanter pour soutenir les soignants et mettre un peu de baume au cœur de leurs voisins. C'était votre cas, Stéphane Sénéchal, et vous avez fait un tabac. Merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous d'être venu et bonjour. Bonjour. Je rajouterai à vos très belles citations, une citation du compositeur Edgar Varèse, au XXe siècle, est un des grands initiateurs de la musique électronique, qui dit qu'en fait, la musique est déjà un pas vers la liberté. C'est très beau. Et ça caractérise un petit peu effectivement ma démarche assez naturelle, assez artisanale, c'est-à-dire que lorsqu'on a été complètement confiné, au mois de mars, donc à partir du 17 mars, on entendait énormément de tragédies, de morts, et très naturellement, il m'est venu à l'idée que par la voix, on pouvait essayer d'exprimer sa solidarité au travers tout d'abord des victimes, du personnel soignant et de tous ceux qui étaient en première ligne. Puis ça a apporté un peu de lien social, un peu de baume au cœur, au départ à mon quartier, puis ensuite, comme c'était relayé dans les réseaux sociaux, au reste du monde. Alors, donc, vous avez ouvert tous les soirs votre fenêtre et vous avez chanté pour les voisins. Voilà, exactement. Pendant tout le premier confinement, 56 jours consécutifs, donc c'est-à-dire exactement du 17 mars. Vous avez tenu les comptes précisément. Voilà, au 11 mai, puisqu'on était déconfinés le 11 mai. Oui. Et tous les soirs, il y avait donc à ma fenêtre, j'ouvrais ma fenêtre très simplement, c'était pas un récital, et je chantais un air d'opéra, mais pas seulement, parce que l'idée c'était que dans ma rue, il n'y avait pas forcément que des gens qui pouvaient aimer l'opéra. Vous vous êtes attaqué à tous les répertoires, la pop, l'opéra. Voilà. Alors un jour, je me suis mis à faire le fameux Bambino de Dalida. Une fois, j'ai fait un grand air de Queen. Une autre fois, c'était du ABBA. Mais à chaque fois, c'était pour un message. Par exemple, lorsqu'on commençait à en avoir un peu assez d'être confinés, on s'est tous posé la question, chaque jour qui est passé, on était seuls chez nous, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, en gros? Eh bien, j'ai chanté le fameux « Et maintenant, que vais-je faire » de Beko. Une autre fois, on en avait un peu assez du confinement, c'était « Non, je ne regrette rien » d'Edith Piaf, parce qu'il n'y avait rien à regretter à partir du moment où ça sauvait des vies. Voilà un peu l'idée. Alors, on va regarder tout de suite quelques images tournées au mois d'avril avec des exemples de musiciens professionnels ou amateurs qui ont, tout comme vous, offert des concerts improvisés à leurs voisins. Et on va vous retrouver. It's just that I need to hear what you have to say. It happens every day. For people going away from me and all the others that they used to pray for. It happens every day. For people going away from me and all the others that they used to pray for. Quel succès! Ça a été super sympa, effectivement, parce que à partir de là,
je vous dis, les gens ont commencé à sortir à leur balcon, à applaudir, à parler entre eux, entre les Absolument, oui. balcons. Et puis aussi, comme je vous dis, il y a parfois eu des moments très forts, comme une dame de 95 ans qui est venue fêter son anniversaire en plein mois d'avril. En bas, c'était sa seule sortie, puisqu'on était tous confinés, on ne pouvait pas sortir. Et il y a eu des moments, effectivement, assez forts à ce niveau-là. Donc vous avez pu chanter pour elle au moment de son Exactement. anniversaire. Son joyeux anniversaire. Et puis, j'avais chanté un air extrait d'Edith Piaf. Puis, accessoirement, de chanter là à Sainte-Nette, j'ai beaucoup d'amis du monde, des professionnels, etc., qui m'ont dit, mais tu chantes à l'opéra. Mais c'est beaucoup plus fort que de chanter à l'opéra ou de chanter dans une salle, parce que là, je jouais pas un rôle, j'étais moi-même confiné, en fait. Donc, Les applaudissements à 20 h, c'était un moment d'émotion intense pour tout le monde. Ça a beaucoup marqué ce premier confinement, n'est-ce pas, Audrey Tcherkov, Marie Gariazzo? Oui, absolument. Et je tiens vraiment à saluer cette initiative, Stéphane, parce que je trouve ça absolument merveilleux. J'imagine qu'il va y avoir un engouement dingue pour emménager dans votre rue, dans la perspective d'un prochain reconfinement et vous avoir en tant que voisin. Mais en tout cas, c'est merveilleux de partager les deux choses les plus précieuses que l'on a, c'est-à-dire son art et son temps. Donc bravo. merci. Merci beaucoup. Vous êtes devenu d'ailleurs un chanteur très célèbre à la suite de ces prestations. Vous êtes connu dans le monde entier, sur tous les continents. Maintenant, j'ai vu que vous aviez des millions de followers et que vous avez eu la plus importante couverture médiatique pour un événement culturel, puisque de fait, il n'y en avait pas d'autres, pendant le confinement du mois de mars-avril. Effectivement, alors moi je dédie toute cette couverture à nombreux de mes amis artistes aussi, et toutes ces initiatives que vous avez montrées, elles sont extraordinaires parce que, bon, il se trouve que moi j'ai ouvert ma fenêtre, mais je pense qu'on peut tous ouvrir une fenêtre, c'est assez symbolique, face à des gestes de solidarité qui sont comme ça, artisanaux, très naturels, spontanés, gratuits, et puis presque, j'ai envie de vous dire, presque... Pas dire obligé, mais il faut quand même faire quelque chose, quoi. Quand on entend que des gens meurent, il faut quand même qu'il y ait des gens qui restent debout, justement pour soutenir, pour encourager, pour réconforter. Et cette fenêtre, c'était un peu une évasion. Donc effectivement, après, effectivement, il y a eu, comme on le sait, le relais médiatique que ça a eu, et c'est relayé sur les réseaux sociaux, donc mon Instagram, mon Facebook, à 19 h, les lundis, les vendredis. Et l'aventure continue, puisque vous avez écrit un spectacle dans lequel vous jouez votre propre histoire de Stéphane Sénéchal à son balcon. Voilà, alors en fait, là, j'ai été contacté par un producteur qui s'appelle la maison LGP Spectacle, une grosse maison de production en France, et qui s'est dit, c'est un geste tellement symbolique à un moment donné inédit de l'histoire, et puis il y a aussi ma fenêtre, c'est un peu comme un petit théâtre en fait, parce qu'il y a un petit fronton triangulaire au-dessus et tout. Alors ça, je m'en apercevais pas du tout. Avant, je passais devant mon immeuble, voilà. Mais après, en le voyant de l'extérieur, et puis toutes les larmes que ça a provoqué d'émotion, parce qu'il y a des gens, c'était leur seule sortie, et le fait d'entendre de la voix chanter, ils voyaient un peu de lumière. J'ai vraiment fait ça en m'y prenant très au sérieux. Vous voyez, j'étais habillée en veste, comme à l'opéra, je n'ai pas dénigré le geste, tout le monde C'était très méritait. professionnel. Oui, oui. C'est probablement aussi ce qui a frappé. Voilà, c'est ça. On doit proposer à tout le monde la même qualité. Et puis voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, après, ça va partir en tournée. Donc il a pensé cette idée. Et puis je trouvais ça assez intéressant. C'est-à-dire que ça va partir en tournée. Ça va s'appeler Stéphane Sénéchal, le ténor à la fenêtre, ou By the Window. On verra bien. Et l'idée, c'est en fait de partir de ce répertoire avec la voix lyrique un peu intimidant qu'est l'opéra, qui n'est pas forcément ouvert à tout le monde, et d'aller progressivement vers la chanson internationale, vers la pop. Alors on verra bien, voilà, j'ai fait des soirées des fois assez amusantes. Par exemple, il y en a une là que je prévois lundi, qui arrive là, où je vais mettre des voix ce que j'appelle Women of Freedom. Je vais mettre des morceaux d'Aretha Franklin, je vais mettre des morceaux de Nina Simone, pour dire que celle-ci. Et puis, à un moment donné, je vais reprendre leurs chansons avec elle, et les gens, ils entendent ces voix. Et donc, c'est super sympa. Donc oui, après, il y a une tournée qui s'organise pour faire rêver un petit peu les gens et parler aussi des bons moments de cette période tragique. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans cette émission. Pour terminer, j'ai envie de me tourner vers vous, Audrey Tcherkov et Marie Gariazzo. Est-ce que vous avez une recette à partager avec nous pour essayer d'aller mieux en ces moments troublés?
Ben moi, je dirais qu'en tout cas, cette expérience, elle rappelle l'importance du collectif hein, et qu'il faut absolument lutter contre la méfiance à tout craint des uns vis-à-vis des autres, des uns vis-à-vis du gouvernement. Enfin, qu'il faut essayer de sortir de ça et que l'important, c'est d'essayer, oui, en effet, de recréer du lien et du collectif par tous les moyens. Et celui-là en est un excellent. La musique. Et vous voudrez être Tcherkov? Et je conseille fortement à nos téléspectateurs de se procurer le manuel pour une sortie positive de la crise, On n'y manquera pas. qui justement partage des solutions concrètes. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie tous les trois d'être venus nous apporter un regard optimiste sur la période que nous traversons. Et je vous remercie vous aussi qui nous regardez. J'espère que cette émission vous a apporté quelques ondes positives pour cette fin d'année 2020. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire.